Le Taliban vient de choquer le monde avec ce qu'il construit. Mais voici ce que presque personne ne discute. Ce n'est pas simplement de la construction, c'est du contrôle. Contrôle sur l'eau, l'énergie et même des trillions de minéraux cachés. Les mêmes ressources que la Chine a déjà ciblées. L'un de ces projets est si vaste qu'il est le plus grand de son genre en Asie. Et si vous pensez que c'est impressionnant, attendez d'entendre comment la Chine élargit discrètement un corridor de 60 milliards de dollars directement en dollars. Afghanistan, restez avec nous. Inkstri. Projet du canal Kachepa. Contrôle de l'eau. Commençons par ce qui se passe à 400 km au nord de Kaboul. C'est le plus grand canal artificiel dans le désert, le projet du canal Kachepa. Ce n'est pas simplement un projet de construction. C'est un canal d'irrigation de 100 mètres de large qui est en fait plus large que le célèbre aqueduc de Californie. Voici pourquoi c'est absolument énorme. Le canal redirigera 20% de l'eau du fleuve Amu Daria à travers les plaines désertiques du nord de l'Afghanistan. Lorsqu'il sera achevé, il pourra irriguer 550 000 hectares de terres agricoles. C'est plus que la superficie totale de l'État du Delaware. Cela augmentera les terres arables de l'Afghanistan d'un tiers et pourrait potentiellement rendre le pays complètement autosuffisant en matière de production alimentaire. Actuellement, 6 000 ouvriers gèrent jour et nuit d'énormes excavatrices creusant ce fossé énorme à travers certains des paysages les plus difficiles du monde. Le coût total estimé des investissements dans le projet du canal Kachepa est de 684 millions de dollars. Le Taliban a investi 100 millions de dollars supplémentaires dans ce projet, montrant qu'il est absolument sérieux dans la transformation de l'économie afghane. Cependant, voici ce qui préoccupe les pays voisins. Des pays comme l'Ouzbékistan et le Turkménistan dépendent du même fleuve pour leurs champs de coton et leur agriculture. L'Afghanistan dit essentiellement « nous prendrons notre part que vous le vouliez ou non ». Il ne s'agit pas seulement de l'agriculture, c'est une question d'influence diplomatique et de pouvoir régional. L'Afghanistan doit-il donner la priorité à ses propres besoins agricoles, même si cela crée des tensions avec ses voisins? Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire et discutez avec moi. Construction de barrages et influence diplomatique. Le Taliban construit non seulement à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan, il crée des projets qui lui donnent une influence sérieuse sur les pays voisins, et l'eau est son arme la plus puissante. En plus du canal Kachepa, ils construisent plusieurs barrages à travers le pays. Ils ont récemment annoncé un nouveau chantier sur le barrage de Bakhshabad, tout en ayant des disputes diplomatiques actives avec l'Iran concernant les droits sur l'eau. Le message est clair. L'Afghanistan contrôle les sources d'eau et ils construiront quoi que ce soit. Ces projets de barrages servent plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, ils génèrent de l'énergie hydroélectrique, rendant l'Afghanistan moins dépendant des importations d'énergie des pays voisins. Deuxièmement, ils fournissent de l'irrigation pour l'agriculture, soutenant l'ambitieux objectif du Taliban d'une autosuffisance totale en matière de production alimentaire. Et troisièmement, ils donnent à l'Afghanistan un pouvoir de négociation sérieux avec les pays en aval qui dépendent de ces mêmes sources d'eau pour leur survie. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant d'un point de vue géopolitique. Lorsque vous contrôlez l'eau, vous contrôlez la conversation. L'Afghanistan est à la tête de grands systèmes fluviaux qui coulent vers le Pakistan, l'Iran et les pays d'Asie centrale. En construisant ces projets d'infrastructures à grande échelle, le Taliban dit essentiellement à la région « Vous devez traiter avec nous ». Que vous souhaitiez reconnaître notre gouvernement ou non, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines émissions. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et vous? Cela aidera à soutenir la chaîne et j'attends avec impatience de continuer à vous apporter un excellent contenu. Lutte contre la corruption et nouvelle ville de Kaboul. Le Taliban lutte également de manière étonnamment efficace contre la corruption dans ses projets. Contrairement au précédent gouvernement soutenu par les États-Unis, connu pour avoir détourné des milliards de dollars d'aide, le Taliban semble réellement achever des projets et utiliser efficacement les ressources. Selon plusieurs rapports, ils ont considérablement réduit la corruption qui a hanté les projets d'infrastructure pendant des décennies. Pour améliorer son pays à tous égards, le Taliban ne se concentre pas uniquement sur l'électricité, les canaux, les barrages, le gaz naturel et les voies navigables. Ils restaurent également leur ancienne capitale pour améliorer le niveau de vie, créant ce qui est maintenant appelé la nouvelle ville de Kaboul. Ce n'est pas simplement un autre projet de construction, c'est une réinvention complète de l'avenir de l'Afghanistan. Nous parlons d'un développement urbain à grande échelle couvrant 722 km², presque une fois et demie plus que le Kaboul moderne. Le Taliban prévoit de construire 250 000 unités résidentielles, pouvant accueillir entre 1 million et 3 millions de personnes, créant un centre moderne pour résoudre le problème de la surpopulation de Kaboul.
La première phase est divisée en de six parcelles. La parcelle de la Ville d'Or proposera 42 000 unités résidentielles pour 23 000 personnes sur 300 hectares. La construction a repris sur la parcelle B en août 2023 où 600 unités résidentielles sont construites pour 40 000 habitants. À la fin de 2024, le travail commencera sur la parcelle de 6 avec des investissements colossaux de 700 millions de dollars pour fournir 52 000 unités pour 33 000 habitants. Mais ce n'est pas seulement du logement. 2 000 unités pour 33 000 habitants. Mais ce n'est pas seulement du logement. Le Taliban envisage des universités, des cliniques, des centres commerciaux et des zones vertes. Tout cela est soutenu par une infrastructure fiable, y compris des écoles, des hôpitaux, des services publics et des parcs. Le projet se développera sur 30 ans, en 2 phases principales, Ouaznava Edes, Ouaznava Edesazé, y compris des zones commerciales agricoles et récréatives. S'il est achevé, cela deviendra l'une des plus grandes villes planifiées en Asie, changeant à jamais la structure urbaine de l'Afghanistan. Position stratégique et infrastructure. Le Taliban comprend la géographie mieux que la plupart des gens ne le réalisent. L'Afghanistan se trouve juste au milieu de certaines des routes commerciales les plus importantes du monde, et ils construisent des infrastructures pour tirer parti de cette position. Voici où cela devient vraiment intéressant d'un point de vue global. Tout d'abord, il s'agit de l'expansion du corridor économique Chine-Pakistan. En mai 2025, la Chine, le Pakistan et le Taliban ont signé un accord trilatéral pour étendre le corridor de 60 milliards de dollars en Afghanistan. Cela crée un lien direct de la province chinoise du Xinjiang à travers le Pakistan vers l'Afghanistan, donnant à la Chine accès au marché d'Asie centrale et aux richesses minérales de l'Afghanistan, le projet de chemin de fer transafghan. Ce chemin de fer de 4-8 milliards de dollars et de 573 km reliera l'Ouzbékistan au Pakistan à travers l'Afghanistan, réduisant le temps de transit de 35 jours à seulement 4 jours. La construction commencera en 2025 et nécessitera la construction de plus de 300 ponts et de 5 grands tunnels à travers certains des paysages les plus difficiles du monde. Pendant ce temps, le chemin de fer de Kaugarat, reliant l'Afghanistan à l'Iran, est devenu opérationnel en 2023 avec le premier envoi de fret de 645 tonnes d'équipements ferroviaires. Cela donne à l'Afghanistan un accès aux ports iraniens et aux réseaux commerciaux mondiaux. Le Taliban dit essentiellement « Vous pouvez ne pas reconnaître notre gouvernement, mais vous ne pouvez pas ignorer notre géographie ». Indépendance énergétique. Eh bien, géographiquement, le Taliban n'a pas d'égal, et c'est peut-être pour cela qu'il a lancé le projet de pipeline TAPI il y a environ 20 ans. Mais malheureusement, il est resté bloqué au stade de la planification pendant des décennies. TAPI signifie Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Bouvier. Bouvier, 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 Bouvier. Et il est destiné à transporter 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à travers ces 4 pays. En septembre 2024, le Taliban a fait ce que personne n'attendait. Il a repris la construction de la partie afghane de ce projet. De pipeline de 10 milliards de dollars. Cette année dans la partie afghane de ce projet de pipeline de 10 milliards de dollars. Le porte-parole du Taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le travail avait officiellement commencé sur le sol afghan après des cérémonies avec des représentants du Turkménistan. Ce pipeline mesurera 1821 km, traversant certaines des régions les plus instables de l'Afghanistan. S'il est achevé, il pourrait générer environ 1 milliard de dollars de revenus annuels pour l'Afghanistan, créant des milliers d'emplois. Le Taliban considère cela comme son billet pour l'indépendance énergétique et l'influence régionale. Mais voici ce qui rend cela vraiment intéressant. Le projet original de TAPI avait en fait été convenu avec le Taliban dès 1998, avant que les événements du 11 septembre ne changent tout. Maintenant qu'ils sont de nouveau au pouvoir, ils continuent exactement là où ils s'étaient arrêtés il y a 25 ans, comme s'ils n'étaient jamais partis. Projet Casamil électricité transfrontalière. Mais ce n'est pas le seul projet transfrontalier auquel ils participent. Voici un autre grand projet connu sous le nom de Casamil qui est destiné à transmettre de l'électricité à travers les frontières et à éclairer des millions de maisons. Ce projet de transmission d'électricité de 1-2 milliards de dollars est destiné à fournir de l'énergie hydroélectrique propre du Kirghizistan et du Tadjikistan à travers l'Afghanistan vers le Pakistan. L'Asie centrale a d'énormes chaînes de montagnes avec beaucoup d'eau, ce qui signifie beaucoup d'énergie hydroélectrique, mais les pays avec le plus d'énergie ne comptent pas les plus grandes populations. Pendant ce temps, le Pakistan et l'Afghanistan ont désespérément besoin de plus de puissance pour leurs villes et leur industrie en pleine croissance.
Le projet Casamil transmettra 300 MW d'électricité suffisant pour alimenter environ 1 million de maisons. L'Afghanistan recevra 300 MW pour sa propre utilisation tandis que 1000 MW continueront vers le sud au Pakistan. Voici le tournant. La Banque mondiale a en fait approuvé la reprise de ce projet en 2020. 4 ans. Même si elle ne reconnaît pas officiellement le gouvernement du Taliban. Ils ont créé un accord spécial clôturé dans lequel tous les paiements restent en dehors du contrôle du Taliban, mais la construction se poursuit. Cela signifie que le Taliban obtient des avantages économiques de la mise en place de ce projet d'infrastructure à grande échelle sans contrôler le flux d'argent réel. C'est une solution brillante qui montre à quel point la région a désespérément besoin de cette infrastructure énergétique. Richesse minérale et cycle économique. La position de l'Afghanistan a toujours été son plus grand atout, mais maintenant tout a pris un nouveau tournant. Avec le retour du Taliban au pouvoir, ils n'utilisent pas seulement leur position sur la carte, ils sont également assis sur une richesse cachée. Des trillions de dollars de minéraux inexploités se trouvent sous leurs pieds. Et pour la première fois, ils essaient de transformer ce trésor enfoui en véritable pouvoir. Nous parlons de lithium pour les batteries de voitures électriques, de cuivre pour l'électronique, d'éléments de terres rares pour les smartphones et bien plus encore. Le Taliban le sait et ils agissent rapidement pour commencer l'extraction. L'exemple le plus connu est la mine de cuivre d'Aynak. La Chine détient les droits d'exploitation ici depuis 15 ans et en juillet 2024, ils ont enfin coupé le ruban pour commencer les opérations environ pour la 10e fois. Mais cette fois, tout semble différent car le Taliban assure la sécurité et la stabilité que les gouvernements précédents n'ont pas pu garantir. Le Taliban taxe également activement les opérations minières à travers le pays. Selon les rapports de la Banque mondiale, ils ont collecté 1,54 milliards de dollars de revenus en 2022, dont la majeure partie provenait des taxes sur le secteur minier et de la construction. Le Taliban utilise les revenus de l'extraction pour financer tous ses autres projets d'infrastructure. Il crée un cycle dans lequel les richesses minérales financent des routes et des tunnels, facilitant l'extraction de plus de minéraux, ce qui génère plus de revenus pour de nouveaux projets. C'est un moteur économique auto-entretenu qui pourrait transformer tout le pays. Reconstruction du tunnel de Salang et influence future. De la même manière, en utilisant une partie de ses revenus, le Taliban a également reconstruit un tunnel qui tue 40 personnes chaque année, le tunnel de Salang. Ce n'est pas seulement un piège mortel, c'est aussi une artère vitale pour l'Afghanistan. Ce tunnel se trouve haut dans les montagnes, à 11 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et reliait le nord et le sud du pays. Construit par des ingénieurs soviétiques en 1964, le tunnel de Salang Long de 2,7 km est devenu l'une des routes les plus dangereuses du monde. Des routes inégalées remplies de poussière suffocante et de fumée du monoxyde de carbone toxique provenant de systèmes de ventilation défectueux et la menace constante d'avalanches. Le tunnel a été conçu pour 2000 voitures par jour, mais actuellement, aux heures de pointe, il en gère 9000. En 1982, l'accident de la route le plus meurtrier de l'histoire s'y est produit lorsque des collisions ont provoqué des incendies et des explosions tuant jusqu'à 2700 personnes. Mais voici ce qui a choqué tout le monde. En décembre 2023, des responsables du Taliban ont annoncé qu'ils avaient complètement reconstruit le tunnel. Ils ont dépensé 100 millions de dollars de leurs propres fonds, ce qui représente environ un quart de l'ensemble des revenus fiscaux annuels de l'Afghanistan. De telles mesures montrent à quel point ils sont sérieux en matière de construction de méga-projets. Le nouveau tunnel est équipé de systèmes de ventilation modernes, de routes asphaltées et d'équipements de sécurité avancés. C'est un symbole de l'engagement du Taliban envers le développement des infrastructures, même dans les conditions les plus difficiles. Et si ces événements réussissent, ils pourraient transformer l'économie de l'Afghanistan et son influence régionale. Le succès ou l'échec de ces projets changera non seulement l'Afghanistan, mais aussi l'avenir de toute la région. Le Taliban ne construit pas seulement des infrastructures, il crée de l'influence. Chaque canal, chaque barrage, chaque tunnel et chaque opération minière leur donne plus de pouvoir dans les négociations régionales. Ce que nous observons est potentiellement le projet d'infrastructure le plus ambitieux de l'histoire moderne de l'Afghanistan. Du contrôle de l'eau à l'indépendance énergétique, de l'extraction de minéraux au développement urbain, le Taliban mise tout sur ces méga-projets. La question n'est pas de savoir s'ils peuvent les construire, mais si le monde peut se permettre de les ignorer. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la pour soutenir un contenu plus approfondi comme celui-ci. Décret du Taliban. Ciblage des femmes.
En août 2021, le Taliban a pris le contrôle de l'Afghanistan de sa capitale Kaboul après le retrait des forces de la coalition dirigée par les États-Unis. Le groupe qui avait mené une insurrection pendant 20 ans est revenu au pouvoir cette fois en dirigeant tout l'Afghanistan. L'impact sur les femmes a été significatif. Nous allons examiner le contexte historique et culturel des rôles des femmes dans le système du Taliban. Certains rapports de l'ONU décrivent les restrictions du Taliban sur la participation des femmes à la vie publique comme de la discrimination de genre, soulignant l'impact sur l'autonomie et la liberté des femmes. Pour vous donner une idée de ce sur quoi le Taliban se concentre en matière de droits des femmes, le groupe a émis près de 100 décrets depuis son retour au pouvoir, dont plus de la moitié concernant les femmes. Tout d'abord, le Taliban a introduit la ségrégation de genre dans l'éducation et a interdit aux filles d'accéder aux écoles secondaires après la 6e année. Un an plus tard, cette interdiction a été étendue aux universités. Ceux qui avaient terminé des cours universitaires avaient du mal à obtenir leur certificat. Ensuite, des restrictions ont été imposées au travail. D'abord, les femmes ont été interdites de travailler dans les bureaux. Puis, progressivement, elles ont été exclues de nombreux emplois comme dans les boulangeries, les restaurants et les salons de beauté. Les femmes étaient obligées d'envoyer des hommes de leur famille pour les représenter sur les lieux de travail. Un an plus tard, une interdiction a été imposée interdisant aux femmes de travailler dans les ONG et aux Nations Unies. Étant donné la dépendance de l'Afghanistan à l'aide étrangère, cela a eu un impact significatif sur la société. Lorsque les femmes avaient des raisons légitimes de quitter leur domicile, elles étaient interdites d'utiliser les transports publics seules ou de voyager à l'étranger sans un mahram ou un tuteur masculin. Les femmes ne reçoivent plus de permis de conduire. Dans un pays avec l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas voyager plus de 70 km sans accompagnement masculin même pour des raisons de santé. Des rapports indiquent qu'il existe des restrictions sur l'achat de contraceptifs par les femmes. L'hygiène de base est devenue difficile en raison de l'interdiction d'accéder aux bains publics. Même les parcs et les salles de sport sont fermés aux femmes en Afghanistan. Politique éducative du Taliban, madrasas au lieu d'écoles modernes. La politique éducative du Taliban ne concerne pas seulement l'éducation des filles. Il se concentre sur la formation de la prochaine génération d'hommes. Harun Rahmani, s'exprimant depuis Londres après avoir quitté Kaboul il y a 3 ans, explique que le Taliban est un groupe religieux et tribal qui est né à Kandahar en 1994. En 2 ans, ils ont pris le contrôle de Kaboul et de la majeure partie du pays. Le Taliban est issu des madrasas dans les zones tribales du Pakistan et considère que ses étudiants ont soutenu leurs efforts pendant le conflit avec les forces étrangères. En conséquence, de nombreuses écoles et anciennes bases ont été réaffectées en madrasas avec un financement accru pour l'éducation religieuse par rapport à l'éducation moderne. Lorsqu'on leur demande s'il y a un besoin de professions telles que médecins et ingénieurs, Harun note que le Taliban reconnaît l'importance des spécialités médicales, en particulier la participation des femmes dans le secteur de la santé. Harun fait également référence à un rapport non vérifié suggérant que les madrasas ont introduit un programme scolaire incitant les femmes à envisager le mariage avec des membres du Taliban, soulignant l'accent mis par le groupe sur la formation de valeurs sociales à travers l'éducation. Identité fondamentale et leadership du Taliban. Les dirigeants du Taliban ont été éduqués dans des madrasas, ce qui fait de la religion une partie centrale de leur identité. Ils contrôlent maintenant tout le territoire afghan. Le niveau de contrôle n'a pas été observé depuis 1978. Ils se considèrent comme un mouvement social unificateur ancré dans l'histoire récente de l'Afghanistan. Les objectifs principaux incluent le maintien de l'unité et la quête de reconnaissance internationale sans compromis dans leur interprétation des valeurs islamiques. Le seul décideur est leur leader Hibatullah Akhundzada, connu pour ses opinions religieuses conservatrices. Il apparaît rarement dans public, mais prononce des discours lors d'événements tels que l'EID, bien que certains doutent des détails le concernant. Il détient l'autorité spirituelle et contrôle les forces armées et les finances du pays. Certains observent des différences entre les factions du Taliban à Kaboul et à Kandahar, où est basé Akhundzada. Son rôle est comparable à celui d'un leader suprême dans d'autres États religieux. Après 3 ans au pouvoir, tous les postes gouvernementaux supérieurs sont occupés par des religieux, des érudits, qui faisaient partie de la résistance précédente. Aucun pays n'a officiellement reconnu le Taliban souvent, en faisant référence à la nécessité d'un gouvernement plus inclusif et d'une extension des droits des femmes.
Le Taliban affirme qu'il est engagé en faveur des droits des femmes, mais souligne les restrictions sur leur liberté, invoquant des traditions culturelles et religieuses pour soutenir sa position. Ils mettent en avant des rôles traditionnels pour les femmes, reflétant le proverbe pashtun selon lequel la femme appartient à la maison ou à la tombe. Ils affirment que les hommes sont responsables de la subsistance tandis que les droits des femmes se concentrent sur le consentement avant le mariage, le consentement de la veuve avant un remariage et les questions d'héritage. Le Taliban déclare qu'il travaille dans le cadre de sa propre interprétation pour protéger les droits des femmes et appelle les responsables et les anciens à soutenir ses efforts. Que pensez-vous est le plus grand défi auquel l'Afghanistan fait face sous le leadership actuel? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Contexte historique. Les semences de l'animosité envers l'égalité des genres. Il y a presque 100 ans, l'Afghanistan a connu une situation similaire aux événements récents de 2021. En octobre 1928, des groupes armés ont remplacé le gouvernement réformiste du roi Amanullah Khan après une période de conflits internes. Amanullah a introduit des changements tels que la limitation du nombre d'épouses, l'établissement d'un âge minimum pour le mariage des femmes, la création d'institutions médicales pour les femmes et l'ouverture de certaines écoles pour filles, principalement à Kaboul. Inspiré par des idées occidentales, il aspirait à ce que l'Afghanistan se développe aux côtés des nations européennes. Cependant, ces changements ont rencontré une forte résistance. Certains groupes tribaux considéraient ces réformes comme contraires à leurs croyances traditionnelles, ce qui a conduit à son renversement. Cette période a lié les discussions sur les rôles des femmes à l'identité de la nation et aux influences extérieures. De nombreux Afghans conservateurs voient les réformes liées au genre comme une ingérence étrangère, ce qui a conduit à une résistance et à des politiques plus traditionnelles basées sur des valeurs culturelles. Plus tard, l'intervention internationale de l'Union soviétique dans les années 80 et des États-Unis à partir de 2001 a cherché à introduire des perspectives de genre plus libérales. Ces idées ont principalement influencé un petit groupe d'intellectuels et étaient inconnues de la majorité de la population. Le conflit avec des pertes significatives a provoqué des bouleversements nationaux, y compris certains groupes dirigés par des femmes, mais a également lié les droits des femmes aux agendas étrangers. Pendant la présence américaine, de nombreux Afghans ont soutenu les efforts de changement de leadership, cependant les troubles persistants et les pertes estimées à environ 100 000 ont continué. Cela a renforcé la conviction, parmi beaucoup en particulier les partisans des valeurs traditionnelles, que les efforts pour promouvoir les droits des femmes étaient influencés par des forces extérieures rendant difficile la promotion d'initiatives pour l'égalité des genres. Contrôle de l'information et opposition réprimée. Lorsque le Taliban a régné pour la première fois dans les années 90, les médias étaient limités à une radio d'État appelée Voix de la Charia. Après leur renversement, les médias se sont rapidement élargis avec le soutien international offrant une plus grande liberté d'expression. Depuis le retour du Taliban, plus de la moitié des 547 organisations médiatiques ont fermé. 84% des journalistes ont cessé de travailler pour des raisons de sécurité et ceux qui travaillent encore font face à de graves difficultés. Le Taliban affirme que des problèmes financiers sont à l'origine des fermetures, mais beaucoup estiment que les restrictions et la censure jouent également un rôle. Des chaînes internationales comme la BBC et Pashto TV ont été interdites, et certains journalistes ont été arrêtés. Il y a maintenant beaucoup moins de femmes dans les médias. Les présentatrices doivent se couvrir le visage et suivre la ségrégation de genre apparaissant souvent séparément de leurs collègues masculins. À la télévision d'État contrôlée par le Taliban, les femmes apparaissent rarement sauf dans des programmes occasionnels liés à la santé. Les émissions étrangères en pashtun et en dari, comme celles de la BBC et de Radio Free Europe, ne sont plus disponibles. Les divertissements tels que les films, la musique et les concerts sont limités. La plupart des programmes se concentrent sur la sécurité et partagent le point de vue du Taliban, soulignant leur gestion par rapport aux administrations précédentes. Les manifestations, en particulier celles des femmes, sont rarement couvertes officiellement et apparaissent principalement à travers des vidéos prises sur des téléphones portables et publiées sur les réseaux sociaux. Que les femmes continuent d'exprimer leurs opinions malgré les risques. Certaines d'entre elles font face à des arrestations et à des réprobations publiques. De nombreuses manifestations se déroulent désormais dans des lieux fermés. Les participants se couvrent le visage pour éviter d'être identifiés. Cette forme cachée de résistance se poursuit cherchant souvent du soutien de sources extérieures dans un contexte d'inquiétude pour la sécurité personnelle et les besoins fondamentaux. Appel de l'ONU à la reconnaissance de l'apartheid de genre.
Des responsables de haut niveau de l'ONU ont exprimé de vives inquiétudes concernant le traitement des femmes par le Taliban, utilisant des termes tels que persécution et ségrégation de genre, qui sont considérés comme des violations du droit international. Malgré cela, la réponse mondiale reflète un équilibre entre principes et considérations pratiques. Certains pays ont ouvert des bureaux à Kaboul et interagissent avec les diplomates du Taliban, en particulier en Asie centrale, en Iran, en Chine et en Russie. Cette interaction vise à réduire l'isolement de l'Afghanistan plutôt qu'à offrir une reconnaissance formelle. Pour de nombreux pays, les priorités sont le maintien de la stabilité, la lutte contre les groupes extrémistes et la gestion des migrations, ce qui est plus important que les politiques sociales et de genre du Taliban. Les gouvernements occidentaux évitent souvent de porter un jugement sévère sur la situation afin de ne pas encourager les demandes d'asile des femmes et des filles afghanes. Pour des pays comme l'Iran, la reconnaissance internationale dépend davantage de la formation par le Taliban d'un gouvernement inclusif représentant tous les groupes et groupes ethniques et pas seulement les Pashtuns. La diversité ethnique de l'Afghanistan rend la gestion inclusive importante pour la stabilité régionale. En conclusion, le Taliban est peut-être réellement sérieux dans son intention de rester au pouvoir. Cependant, cela ne sera pas facile. Il y a beaucoup d'opposition tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afghanistan. Seul le temps dira si le Taliban est sérieux en matière de construction de nations ou s'il joue simplement un jeu à long terme. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour des mises à jour et etc.